propose de démarrer ce dernier webinaire du cycle des vendredis de l'eau. Donc, c'est le septième qui est donc consacré à la question de la qualité des eaux et des enjeux relatifs à la qualité des eaux. Donc, c'est effectivement ce sujet, un sujet protéiforme qui est parfois un peu invisibilisé, mais dont nous sommes collectivement responsables et qui est d'autant plus d'importance avec le changement climatique, puisque les questions de quantité et de qualité sont bien entendu éminemment liées. Ce matin, trois interventions et je remercie les intervenants d'avoir accepté notre invitation. Donc, tout d'abord, la FNCCR donc, qui nous présentera le contexte au niveau national et les enjeux qui sont ceux notamment des collectivités en matière de qualité des eaux. Puis, nous aurons l'intervention du syndicat Trigone qui officie sur le Gers, donc pour un exemple de prévention et de reconquête de la qualité des eaux à l'échelle des captages d'eau potable. Et enfin, une intervention du syndicat de l'ERS qui nous fera un retour d'expérience sur une démarche globale de reconquête de la qualité des eaux à l'échelle d'un bassin versant couvert par un sage. Je suis avec Benjamin que vous voyez à l'écran qui va prendre vos questions, réponses, le cas échéant, tout au long du webinaire. Et sans plus attendre, je vous propose d'attaquer avec du coup la FNCCR. Donc, messieurs, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je vais prendre le contrôle de la présentation. Voilà. Donc, je me présente rapidement. Franco Novelli, je ne suis pas tout seul pour la FNCCR, je suis avec mon collègue Pierre Kollitz. Bonjour. Et on va vous faire une présentation d'abord d'introduction, hein, parce qu'on n'est pas les seuls à intervenir sur les enjeux qualitatifs de la ressource en eau, en lien avec l'aménagement et l'urbanisme, ce qui nous a été demandé. D'abord, oui, un mot sur notre fédération, la FNCCR, donc Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc des collectivités qui gèrent elles-mêmes des services publics ou qui les délèguent à des opérateurs privés. Donc nous sommes une association, hein, des collectivités publiques exclusivement, donc à l'exclusion de tout acteur privé, y compris des organisations de type société d'économie mixte. Donc qui ne sont pas parmi nos membres. On compte au niveau national, avant cela, pardon, on est actif sur les domaines de l'eau, de l'énergie, du numérique et des déchets. Donc globalement, hormis les déchets, ce sont des services publics en réseau. Hein. On couvre des territoires assez vastes. Dans le domaine de l'eau, notre fédération regroupe près de 600 collectivités adhérentes, hein, qui exercent les compétences du cycle de l'eau, petit et grand. Hein. Cela représente environ 60 millions d'habitants au niveau national, la métropole, mais aussi les territoires d'outre-mer. Euh, voilà pour donner une idée. On représente beaucoup les collectivités de toute taille, hein, depuis les communes, en passant par les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, mais aussi les syndicats, les départements également. Voilà pour tout ce qui concerne les compétences du cycle de l'eau. Alors, dans nos missions, vous les avez à l'écran, hein, sont celles d'accompagner les collectivités avec plusieurs actions pour qu'elles puissent être plus performantes dans l'exercice de leur mission. Mais c'est également de valoriser des projets, les missions qu'elles portent lorsqu'elles sont exemplaires, hein, et aussi les représenter auprès des autorités nationales
voire européenne. Voilà. On est une équipe permanente à la FNCCR d'environ 12-13 personnes pour le cycle de l'eau. Une équipe composée essentiellement d'ingénieurs et des juristes. Hein. Et je dois parler aussi en particulier d'une collègue qui est détachée, c'est assez singulier, qui est détachée de la FNCCR uniquement pour accompagner les élus du comité de bassin à Dour-Garonne, hein, donc elle est basée à Toulouse, et Claire Costaline, donc que vous avez peut-être eu ou vous aurez l'occasion de rencontrer euh, dans les mois ou les années qui suivent. Euh, voilà donc rapidement. Je, je poursuis avec le sujet qui nous concerne. Voilà pour parler des enjeux qualitatifs de la ressource en eau. C'est un sujet très important, hein. C'est difficile aussi d'ailleurs. On se faisait la réflexion avec Pierre de parler qualité sans parler des quantités, donc je vais quand même parler un petit peu quantité. Ah, on entend beaucoup aujourd'hui la qualité de l'eau, ce n'est pas quelque chose de... Enfin, on a toujours eu une eau impropre, on a toujours eu besoin de se prémunir contre des pollutions naturelles ou anthropiques. Donc c'est quelque chose de récurrent, mais on a aujourd'hui des solutions. On utilise beaucoup ce terme-là, des solutions, pour gérer ces problèmes et ces prémunir. Euh, en tout cas, nous, hein, les populations, les humains. Alors, dans les messages qu'on passe, nous, c'est justement d'être assez critique vis-à-vis de l'optimisme de ces solutions, car on occulte souvent derrière ces solutions les impacts, les conséquences, les impacts négatifs, et on les fait un peu trop briller. Euh, euh, voilà, en négligeant, en occultant les aspects qui sont préjudiciables. Donc, principalement, les enjeux qu'on peut identifier sont ceux qui sont listés hein, sous la diapo. On aurait pu un petit peu les illustrer, mais bon, on n'avait pas beaucoup de temps. C'est tout d'abord la santé de l'environnement, en particulier celle des milieux aquatiques, hein. Une dégradation de la qualité impacte sévèrement les organismes aquatiques qui sont bien plus exposés que nous, les humains, à ces pollutions. Et cela engendre des déséquilibres qui nous impactent en fin de compte, nous aussi. Hein. On peut citer également l'alimentation en eau potable, hein, sans avoir recours justement à ces solutions dont je parlais au début, qui peuvent être parfois excessives et peser très très lourd en termes de coûts et en termes d'impact. On a toujours choisi depuis la nuit des temps les ressources les meilleures pour s'alimenter en eau potable, hein, et en sélectionnant les captages les moins exposés, les plus stables en débit et avec une qualité qui est régulière, et cela depuis très très longtemps. Donc on va en parler un petit peu juste après. Donc c'est un aspect très important de préserver ces captages pour maintenir notre alimentation en eau potable. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'alimentation au sens large, pas uniquement l'eau, mais les activités agricoles, l'élevage et les activités de l'industrie agroalimentaire qui en sont dépendantes de la qualité de l'eau. Hein. Donc, une dégradation de la qualité de l'eau a un impact. Bon, là, j'enfonce sans doute des portes ouvertes, hein, je suis désolé, mais bon, il fallait commencer par introduire. Euh, donc, un impact important sur sanitaire et économique sur ces activités. Hein, on pourrait citer des exemples hein, un peu partout sur ce qui peut se passer avec des produits d'alimentation qui utilisent de l'eau qui a été contaminée ponctuellement pour les industries ou pour des cultures, hein, notamment les cultures les plus sensibles dont on en parle parfois, comme des cultures de cresson ou des élevages d'huîtres ou
Et voilà. Donc, qui peuvent avoir un impact sur la santé. Les usages récréatifs sont aussi importants, hein. La dégradation de la qualité nuit à tout ce qui est euh, voilà, l'aspect, le paysage et puis la baignade et toutes ces autres activités. Euh, Pardon, j'ai sauté un peu trop vite. Donc, dans ces défis étant posés, il faut parler du contexte. Dans un contexte, j'avais dit qu'on allait parler un petit peu des quantitatifs. On est dans un contexte où la pression sur la ressource est importante, hein, avec des niveaux des prélèvements qui sont élevés, mais qui sont très disparates au niveau national selon les territoires, et avec des niveaux des consommations aussi important parfois en période où la ressource est la plus, comment dire, moins disponible. Donc, je distingue bien les prélèvements dès la consommation. Vous savez très bien que voilà, tous les prélèvements ne se traduisent pas par une consommation de l'eau. Si d'un côté l'énergie, les secteurs de l'énergie prélèvent beaucoup d'eau, c'est bien par contre le secteur de l'agriculture qui en consomme davantage et largement devant les autres, puisque c'est voilà, la nature même de l'activité que de produire comment dire, des plantes. Donc voilà. Mais on constate ces tensions périodiques, notamment en période où la ressource est la moins disponible, c'est-à-dire la période estivale, où la, la raréfaction de la ressource, la disponibilité de la ressource conduit à la concentration des pollutions et rend plus sensibles, plus vulnérables les activités, les productions d'eau potable et les autres également. Donc, à tout cela s'ajoutent évidemment les constats du changement climatique qu'on a déjà, hein, et la récurrence des extrêmes de pluie, chaleur et la disparition des stockages naturels d'eau sous forme de neige qui vont aussi accentuer ces phénomènes. Donc, tout cela prédit en fait une des périodes où la qualité de l'eau pourrait se voir dégradée. Donc on est dans un cycle de l'eau qui est accéléré par tous ces événements. Donc en termes et là je veux passer rapidement à l'eau potable parce que euh, c'est des sujets qui nous concernent directement. Vous connaissez bien les espaces sous lesquels aujourd'hui enfin, qui concernent la qualité de l'eau potable. Et d'abord, les périmètres des protections qui sont ceux mentionnés au Code de la santé publique et qui visent notamment à prévenir des pollutions accidentelles et qui, d'une manière globale, remplissent plutôt bien ce rôle. En revanche, et c'est beaucoup plus récent, avec la nouvelle directive eau potable, c'est la, la, l'extension de la mission de préservation de la ressource qui est donnée aux collectivités publiques sur tout l'aire d'alimentation des captages qui est constitué des surfaces énormes et sur lesquelles la collectivité publique n'a pas forcément la main, elle n'en est pas propriétaire, sauf à la marge et donc pourrait avoir une grande difficulté à réglementer, à interdire euh, ou en tout cas à influencer les activités qui ont lieu sur ces espaces-là, qui dépendent des activités économiques privées, notamment agricoles. Donc dans ce contexte-là, on sait depuis sur les 33 000, enfin on compte nos 33 000 captages d'eau aujourd'hui, on sait que depuis une quarantaine d'années, un peu plus, on a perdu entre 4 000 et 5 000 captages liés à la pollution soit principalement liés à des phytosanitaires ou à des nitrates. Euh, Et donc, on est dans une situation de recul vis-à-vis de ces pollutions et vis-à-vis de ces captages qu'on a toujours considérés comme étant
les meilleurs qui ont été sélectionnés historiquement. Donc, de notre point de vue, il faut freiner ce recul qui fragilise nos services publics. Euh, plus, je crois que j'ai renversé. Oui, non. Donc, pour continuer, et pour faire le lien un petit peu avec l'aménagement du territoire, et pour passer plutôt sur la partie des services dont les collectivités ont la main, en fait, hein, nos propres installations, nos propres captages, installations de traitement et des réseaux. L'aménagement du territoire est une excellente opportunité pour réduire l'impact sur la qualité de l'eau. Et on a, nous, des choses à faire, évidemment, en plus de ce que peuvent faire les autres acteurs. Et cela peut concerner des projets très, très divers, urbains, ruraux, et donc, ils sont concernés par des autorisations, déjà l'application de la législation qui est déjà très bien, très, très fournie, hein, les autorisations d'urbanisme qui devraient prendre en compte les prescriptions des services de l'eau potable et de l'assainissement et aussi de la collectivité compétente en matière de GEMAPI. Hein. Donc, il faut que ces prescriptions soient claires et qu'il y ait des bons échanges pour que cela puisse avoir lieu, mais aussi l'application des législations environnementales, des lois sur l'eau, hein, puis de la nomenclature IOTA et ICPE pour prévenir l'impact sur la qualité de l'eau. Alors, c'est pas parfait, hein. On connaît bien l'exemple des PFAS, par exemple, qui échappaient complètement à cette législation et pour lesquels les choses sont en train de changer. Et pourtant, c'est pas une petite affaire de pollution, mais ça peut concerner beaucoup de collectivités. Euh, je voulais citer également la gestion des eaux pluviales urbaines parce que l'aménagement peut agir là-dessus de manière, certes, pas très rapide, mais à terme, c'est un levier très important si on anticipe les actions. Avec un ralentissement du ruissellement urbain, je disais tout à l'heure que le cycle de l'eau s'accélère parce que voilà des précipitations plus fortes, voilà, on est dans un cycle de l'eau accéléré. euh, et donc, il y a besoin de ralentir ce cycle-là en jouant un petit peu avec nos aménagements urbains, ruraux, etc., etc. Et notamment, très concrètement, par exemple, avec la limitation des surcharges des réseaux d'assainissement qui conduisent à des pollutions. Ça, c'est un des enjeux euh, importants dans les années et décennies à venir d'évolution de nos systèmes de drainage urbain. Voilà, donc pour un peu, j'arrive un petit peu à la fin de cette introduction euh, sur les aspects généraux. Là, c'est un petit schéma du petit cycle de l'eau et puis un petit peu sur les parties urbaines, hein, et où nous voyons bien que ce qu'il faut préserver, ce sont les points autour des captages et les exutoires des stations d'épuration mais également les espaces où on peut réutiliser soit les boues d'épuration issus des stations d'épuration, soit les eaux usées traitées pour des activités agricoles ou l'arrosage des espaces verts. Et donc, il faut faire très attention et de plus en plus attention aux autorisations qu'on accorde aux activités industrielles et qui peuvent être source de pollution ou dégradation de la pollution des eaux usées traitées qui sont ensuite déversées dans les milieux naturels. Tout comme les déversements directs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont le produit des surcharges des réseaux d'assainissement. Voilà. Euh, voilà un petit peu pour cette petite introduction. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Pierre, je vais te passer la main sur la présentation, la suite. Merci Franco.
De mon côté, j'avais prévu d'aborder les choses sous un angle davantage juridique. Comme Franco l'a indiqué, si on n'est pas en mesure sur un territoire de préserver efficacement la ressource en eau, on va se tirer finalement des balles dans le pied parce que derrière, ça induit euh, des traitements curatifs potentiellement coûteux. Et donc, ces coûts, ces surcoûts vont se répercuter sur les usagers de l'eau et de l'assainissement, hein, puisque, vous le savez, l'eau paie l'eau, hein. C'est le principe qui s'applique aux services publics industriels et commerciaux. Et par ailleurs, il faut également avoir à l'esprit qu'une politique territoriale qui ne tiendrait pas compte des infrastructures en réseau, notamment en matière d'eau et d'assainissement, induira également des dépenses supplémentaires. Euh, et ces dépenses d'investissement et de fonctionnement supplémentaires, encore une fois, vont se répercuter sur les usagers. Et ce n'est pas bon pour l'attractivité des territoires que d'avoir des services publics qui coûtent cher. Et c'est aussi une problématique juridique que ne devraient absolument pas ignorer les services instructeurs et les services en charge de l'élaboration des documents d'aménagement et d'urbanisme, évidemment. D'ailleurs, les dispositions légales et réglementaires du Code de l'urbanisme les incitent à la concertation. Donc, je vais rapidement aborder deux dispositions du Code de l'urbanisme. La première qui, finalement, si on peut rester sur la slide précédente, merci. La première qui incite finalement les services instructeurs à s'informer, notamment des investissements qui sont prévus par les services publics d'eau et d'assainissement, faute de quoi les permis de construire qui seront délivrés seront juridiquement fragilisés. Et également une disposition très bien connue des urbanistes, qui est l'article R111.2 du Code de l'urbanisme et qui conduit les maires, hein, en tant qu'autorité compétente pour délivrer les permis, à s'assurer que les projets d'urbanisme ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique des projets, euh, tant vis-à-vis des futurs occupants que vis-à-vis des tiers. Alors, il est important d'avoir à l'esprit aussi les règles de desserte opposables aux services d'eau et d'assainissement vis-à-vis des immeubles existants. Et derrière, bien évidemment, ça va induire un certain nombre de choses en matière d'urbanisme parce que les constructions autorisées feront un jour l'objet de ces règles. Donc, les règles de desserte, elles sont pour le service d'eau potable et d'assainissement fixées par un document spécifique. Donc, pour le service d'eau potable, c'est le schéma de distribution d'eau potable. Donc, ce schéma, en principe, chaque service d'eau potable est censé l'avoir élaboré depuis le 1er janvier 2025, d'ailleurs. Et il est censé comporter ce schéma des zones de desserte qui indique donc les secteurs qui sont effectivement desservis par le réseau public de distribution d'eau potable et ceux qui seront amenés à l'être à court terme. Donc, dans les zones de desserte, lorsqu'il y a une demande de raccordement qui est présentée au service d'eau potable, celui-ci est censé y donner suite et, si besoin, réaliser les travaux d'extension de réseau préalables au raccordement. C'est-à-dire qu'on va amener le réseau jusqu'au droit du terrain de l'immeuble qu'il s'agit de raccorder. Pour les immeubles situés en dehors de ces zones, ceux qui s'alimentent jusque-là au moyen de forage ou de puits privés, et là-dessus, il y a également des enjeux de qualité qui peuvent émerger, hein. Il n'y a pas d'obligation de desserte. Le service est en mesure d'apprécier chaque demande au cas par cas en tenant compte notamment des coûts, de l'intérêt public, c'est-à-dire du nombre, par exemple, d'immeubles qui bénéficieront d'une extension de réseau et, encore une fois, du caractère fonctionnel, on va dire, des puits au forage qui permettent d'alimenter ces immeubles. Chaque décision prise par le service vis-à-vis de ces immeubles-là doit respecter le principe d'égalité. Pour le zonage d'assainissement, on est dans une logique similaire. Donc, au lieu d'avoir des zones de desserte, on a des zones d'assainissement collectif. Et dans ces zones d'assainissement collectif, dès lors qu'il y a une demande de raccordement qui est aimable du propriétaire d'un immeuble d'habitation,
le service est censé réaliser les extensions de réseau dans un délai raisonnable, peu importe d'ailleurs les coûts. Donc, ce sont des documents d'une importance fondamentale pour les services et dans l'éventualité où ces zonages seraient mal conçus, ça induirait des difficultés particulières, notamment en termes de coûts et donc d'organisation, de maîtrise financière du service public. Ces documents-là, cependant, ne sont pas applicables dans le cadre des autorisations d'urbanisme, hein. Vous le savez, il y a ce fameux principe d'indépendance des législations, c'est-à-dire que on applique en droit de l'urbanisme normalement que les documents qui émanent de cette législation et notamment les plans locaux d'urbanisme. Donc, et ça pose vraiment la question de la concertation et de la cohésion hein, entre les politiques d'eau et d'assainissement d'une part et d'urbanisme d'autre part. Parce que si dans votre règlement du PLU, vous classez en zone U, par exemple, et vous imposez le raccordement des nouvelles constructions, si vous classez donc dans ces secteurs-là des secteurs qui sont identifiés comme étant en ANC dans le zonage d'assainissement, ça va poser des problèmes à la fois techniques, financiers, mais aussi juridiques. Donc, heureusement, il y a une disposition qui impose aux services instructeurs de s'assurer, de se tenir informés hein, lorsque le raccordement d'un nouveau projet de construction est obligatoire, notamment. Donc, on a cette disposition légale qui impose aux services instructeurs de s'informer auprès du service public d'eau ou d'assainissement des travaux d'extension de réseau ou de renforcement de réseau nécessaires à la viabilisation du projet et notamment des délais dans lesquels ces travaux seront assurés. À défaut de mettre en œuvre cette obligation-là, le permis de construire sera fragilisé hein, au niveau de sa sécurité juridique. Donc, c'est vraiment une obligation qui est prévue, qui est pensée pour éviter que des projets d'urbanisme viennent remettre en question la cohérence et le bon fonctionnement des infrastructures d'eau et d'assainissement. En somme, s'il y a un permis de construire qui est déposé, que le raccordement au réseau d'eau ou d'assainissement est imposé par le PLU, par exemple, qu'il n'y a pas d'autre alternative, c'est-à-dire mise en place d'une installation d'ANC ou d'un puits ou forage qui est envisageable, que les travaux d'extension de réseau ne sont pas programmés aux dépenses par le service d'eau ou d'assainissement, eh bien le permis doit être refusé. Donc c'est notamment le cas pour les extensions renforcement de réseau, mais c'est aussi une disposition qui est envisageable d'appliquer pour tout ce qui touche aux infrastructures de type château d'eau, usine de potabilisation, station d'épuration, si celle-ci n'est pas en capacité d'accueillir des effluents supplémentaires. Donc on voit dans quelle mesure cette disposition-là, c'est un garde-fou. Notamment en matière de qualité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des immeubles d'habitation construits dans des secteurs particulièrement éloignés du réseau, et ça, pour l'eau potable, par exemple, ça peut générer des problèmes de qualité liés au temps de séjour de l'eau dans la canalisation. Et si vous avez une station d'épuration qui n'est pas en capacité d'accueillir des effluents supplémentaires, c'est également une disposition quand il n'y a pas d'alternative hein, de type ANC envisageable, hein, c'est une disposition qui va permettre d'éviter finalement de réaliser une extension de réseau là où ça n'aurait pas été pertinent économiquement et ou techniquement. Et puis, les services instructeurs, je l'ai dit rapidement, doivent veiller à la salubrité publique des projets, hein, tant vis-à-vis des tiers que des futurs occupants ou usagers de la construction. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas de figure, c'est d'abord de voir si on peut pas mettre en place des prescriptions qui permettraient de neutraliser ce risque. Donc, typiquement, pour l'assainissement, est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place une installation individuelle ou en tout cas une installation individuelle réversible, le temps, par exemple, de régler les problèmes de conformité de la station d'épuration. On a d'ailleurs une jurisprudence hein, sur le sujet. S'il n'y a pas vraiment de prescription envisageable ou si elles entraînent une modification substantielle du projet, là, on refuse le permis. Donc voilà, cette disposition-là, elle apporte quand même pas mal de garde-fous, y compris lorsque le PLU est plutôt silencieux sur ces aspects-là. Donc ça va permettre de refuser éventuellement des permis de construire lorsqu'on a un risque avéré de pollution d'un champ captant.
mais encore faut-il que le risque soit démontré, hein. Ça va permettre également de prescrire une installation d'ANC réversible, le temps de mettre en conformité la station d'épuration si besoin. Et évidemment, quand vous avez des branchements particulièrement longs, pour éviter de mettre la PRP2 en porte-à-faux avec ses obligations vis-à-vis du Code de la santé publique, vous pouvez aussi refuser le permis de construire sur ce fondement-là, parce que voilà, si le temps de séjour de l'eau dans la canalisation ne permet pas de garantir la potabilité de l'eau, c'est un risque pour la salubrité publique. Voilà, donc, en conclusion de ce que je viens de vous indiquer, donc désolé pour le débordement du mot du temps, mais c'est un enjeu en matière juridique pour les services instructeurs, déjà pour la sécurité juridique des décisions qui vont être prises. Donc si on délivre un permis de construire sans veiller au respect de ces dispositions-là, on prend le risque que le permis de construire soit annulé, et derrière, ça peut avoir en plus des conséquences en chaîne pour la commune, notamment devoir indemniser des pétitionnaires lésés. Et puis, ça peut avoir des conséquences en chaîne pour d'autres acteurs, notamment le service public d'eau ou d'assainissement, hein, surtout si on est déjà dans une situation de saturation ou de non-conformité, par exemple au niveau de la station d'épuration ou vis-à-vis de la PRP2E en cas de problème sanitaire lié au temps de séjour de l'eau de la canalisation, par exemple. Vis-à-vis de la commune aussi, si jamais il y a un problème de salubrité publique, là, le maire, il est quand même censé veiller au grain et prendre les mesures qui s'imposent pour faire ces atteintes. Et enfin, sur le plan pénal, évidemment, on a eu encore récemment, dans le bassin d'Our-Garonne, une mise en garde à vue d'une directrice et voilà, d'un service d'assainissement pour raison de non-conformité. Donc, c'est des éléments qui vont impacter fortement la sécurité juridique également des services d'eau et d'assainissement, entre autres. Merci beaucoup, Pierre. Je suis obligé du coup, de vous interrompre. Je sais que vous aviez 2 diapositives encore, mais enfin voilà, c'est un exercice délicat que ce sujet de la qualité est déjà, et en plus, voilà, avec le corpus juridique qu'il y a autour. Mais voilà, je pense qu'on a déjà une base solide. Pour les participants, le diaporama sera mis à disposition. Et puis, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter, Benjamin ou moi, pour avoir plus d'informations. Euh, Merci beaucoup. Sans plus attendre, je passe la parole à Trigone qui du coup pouvoir nous apporter finalement comment dire, une illustration de comment tout cela peut se mettre en place et en mouvement sur nos territoires. Ok, bonjour, Donovan Testa, responsable du service eau assainissement de Trigone, syndicat mixte du Gers, en espérant que vous m'entendiez bien, normalement oui. Voilà, donc je vais essayer de tenir, voire rattraper les délais au niveau de la présentation. L'idée, c'était de vous illustrer brièvement l'exemple gersois, entre guillemets, avec entre autres ce qui se met en place à l'échelle départementale, ce qui est historique, un sujet sur la partie démarche préventive pour la qualité, l'amélioration de la qualité des eaux brutes. Pour vous décrire alors, rapidement la structure, c'est aller un petit peu vite. Donc, très rapidement, au niveau du syndicat départemental, Trigone a été initié sur la partie traitement des déchets à la base, sur la compétence déchets, il y a une vingtaine d'années. C'est rajouté à ça successivement depuis une grosse dizaine d'années la compétence production d'eau potable en réponse au schéma départemental. Puis, rétrospectivement, la partie distribution eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif. Donc aujourd'hui, pour vous illustrer, je ne sais pas si on peut voir la souris ou pas, oui, le périmètre, donc le Gers, comme un certain nombre de départements dits ruraux, est encore assez morcelé du point de vue de découpage de la maîtrise d'ouvrage eau et assainissement. Donc à aujourd'hui, le Trigone se résume à toute une partie du territoire où on fait exclusivement de la production d'eau potable à destination de syndicats qui en assurent la distribution. C'est tout ce qui est en bleu clair ici, et des parties où on va jusqu'au compteur abonné en bleu foncé avec une certaine partie du périmètre. On travaille sur 2 typologies de ressources bien distinctes au niveau du département, haute surface, donc rivière, pour 2 des usines de production, donc des rivières Arros et Béise, sur donc 2 macro bassins versants du sud-ouest, côté Nest pour la Béise et côté Adour pour la Rosse. C'est les usines que vous voyez là.
et deux spécificités avec des fourrages en nappe profonde, donc une spécificité, une nappe qui concerne 4 départements du sud-ouest, dont le Gers. C'est la même nappe qui sert au thermalisme, qui peut être potabilisée. Et donc, on a 2 fourrages qui servent également en tant que ressources pour alimenter en eau potable. On correspond à un peu plus d'un millier de kilomètres de réseau, donc qui se découpe entre du réseau structurant qui vient alimenter donc les syndicats de distribution, entre autres là, sur la partie sud-ouest du département, du réseau de distribution standard, un peu plus de 800 km, le tout agrémenté de réservoirs, de stations de reprise pour pouvoir assurer la desserte sur le périmètre. Donc, au niveau du périmètre de production, donc on a 3 usines de production principale, donc respectivement en plein centre du département Pléau avec une double ressource, donc haute surface Béise et nappe profonde, une usine à Villecontal sur Arros, sur la commune du même nom, là aussi haute surface, et un petit forage complémentaire au niveau de Castéra-Verduzan, le tout pour alimenter en eau potable un peu plus de 35 000 habitants sur le département. Voilà, ça c'était pour vous décrire à aujourd'hui les compétences pour la partie eau potable au niveau du département. Contexte général et les enjeux au niveau généralisé au niveau du Gers, tant sur la partie production que sur la partie distribution. Donc, je vais là aussi faire quelques petits parallèles raccourcis quantitatifs, mais qualitativement, donc au niveau des captages d'eau de surface du Gers, on retrouve les mêmes problématiques pour les captages peu profonds, ceux qui sont sur les nappes d'accompagnement des cours d'eau en particulier. Donc, on est globalement sur une ressource dégradée, voire très dégradée par les pollutions diffuses d'origine agricole et autres au niveau du périmètre, ce qui engendre une obligation à aujourd'hui, au niveau de nos usines de potabilisation, d'avoir des traitements complets, dits complexes, et associés logiquement donc, à une forte consommation, donc à de forts coûts pour tout ce qui est financement des réactifs. Du point de vue quantitatif, pour donner l'impact à aujourd'hui du quantitatif sur le qualitatif, on a une spécificité sur les eaux de surface du Gers qui sont des ressources artificialisées, donc réalimentées en période d'étiage par divers réservoirs, soit à travers le système Nest, soit des réservoirs en direct qui viennent réalimenter les cours d'eau de façon à permettre le maintien d'un quantitatif suffisant au niveau de ces rivières qui sont utilisées tant pour la partie agricole que pour la partie potabilisation, etc. Donc, ces ressources artificialisées, donc ces problématiques quantitatives de plus en plus conséquentes ont un impact par définition sur le qualitatif, avec du coup une augmentation des concentrations des pollutions diffuses et accessoirement une augmentation des températures, ce qui n'aide pas à la potabilisation et à la distribution derrière. Ça, c'était pour le volet production. Pour le volet distribution, donc c'est-à-dire à travers nos réseaux d'adduction d'eau potable, la problématique, là aussi quantitative, est là, comme vous le savez tous, avec la réalité des bas rendements sur des réseaux posés pour certains il y a une soixantaine d'années. Une réalité administrative liée à la ruralité, entre guillemets, avec un ratio nombre d'abonnés par kilomètre de réseau qui est bas, donc une économie complexe pour arriver à un équilibre, l'eau payant l'eau, comme ça a été dit précédemment, au vu des très nombreux défis. L'équation est complexe à résoudre. Et également des problématiques avec un petit lien urbain, la localisation des réseaux à aujourd'hui, où les réseaux ont été structurés pas forcément en cohérence avec entre guillemets, une bonne utilisation du domaine public, donc avec les réseaux qui ont été souvent tirés en plein champ au plus droit pour aller alimenter tout le monde en eau. Donc avec deux problématiques. Alors l'absence pour le coup de servitude, hein, ça c'est quelque chose plus que prégnant sur la partie eau potable, entre autres, et l'aspect relativité de précision des plans associés à ces canalisations posées il y a quelques décennies. Et pour revenir au sujet qualitatif, donc la problématique plus que conséquente aujourd'hui au niveau du périmètre, c'est la forte proportion de canalisation en PVC posée avant les années 80. Alors on donne cette date seuil, mais le stock a été purgé plus qu'après les années 80 pour le coup, et donc avec une force présente de chlorure de vinyle monomère et tous les problèmes qualitatifs liés à ce sujet.
pour enchaîner, hop là, sur les actions qui sont mises en place au niveau donc des volets qualitatifs sur la production. Donc je vais présenter rapidement dans les slides qui suivent les démarches préventives départementales qui ont été mises en place pour l'amélioration globale de la qualité des eaux brutes, qui est, à la différence avec le volet réglementaire lié à la matérialisation des périmètres de protection des captages, qui est plus un processus basé sur de la co-construction et du volontariat au niveau des actions à mettre en place pour améliorer la qualité des eaux brutes. Et au niveau donc de la distribution, pour la dernière problématique que j'ai abordée, à savoir les réseaux à risque CVM, donc le choix, plutôt l'absence de choix va engendrer une obligation de renouvellement à terme de tout ce linéaire de réseau, linéaire plus que conséquent au niveau du périmètre de linéaire des réseaux, des coûts de travaux critiques à aujourd'hui, des coûts de travaux d'opération qui ne sont pas subventionnés à aujourd'hui non plus, et d'autant plus complexe à résoudre dans la réalité rurale, avec des linéaires plus que conséquents, un nombre de payeurs potentiels plus que limité, et donc avec une équation à résoudre pour répondre à cette problématique qualitative plus que complexe. Du coup, on a une nécessité de prioriser au sein du périmètre quels vont être les secteurs de réseau à risque CVM à renouveler avant les autres. Et la problématique qui se rajoute, c'est que c'est malheureusement pas ces matériaux qui sont les plus problématiques en termes de rendement, c'est-à-dire que là où on pourrait être amené à d'abord faire du renouvellement de réseau pour aller chercher du rendement sur des matériaux, on est en général sur d'autres typologies que les PVC. Et en attendant de mettre en place ces renouvellements, donc on est obligé de mettre en place, entre autres, des purges qui correspondent à une perte en eau, donc une baisse volontaire pour le coût du rendement, surtout que l'eau qui est purgée, c'est de l'eau traitée, donc c'est de l'eau qui a eu un coût conséquent. Voilà, pour prendre le relais, pour illustrer aujourd'hui au niveau des démarches préventives dont on a parlé, ce qui a été lancé, mis en place au niveau du GERS. Alors, je me permets juste, j'ai ma batterie qui devrait tenir. OK. Donc, pour faire dans les grandes lignes comment les choses ont été mises en place au niveau du département, donc on a eu une première phase d'émergence qui a démarré par une initiative préfectorale, à savoir un arrêté préfectoral de mise en demeure de l'intégralité des producteurs d'eau potable du Gers de trouver des solutions curatives sur leurs usines de potabilisation et préventives au sujet de l'amélioration de la qualité des eaux brutes. Réponse qui s'est soldée donc, par plusieurs réunions de présentation, par plusieurs initiatives diligentées, entre autres donc, par l'agence, le conseil départemental, les services d'État pour appuyer, préparer de la matière à destination des futurs faiseurs, à savoir entre autres les PRPDE du département, pour mettre en place ces démarches. L'idée a amené à une première phase qui a consisté à la constitution d'une gouvernance départementale globale sur le sujet. On va en parler un petit peu plus tard. L'idée a été de définir en gros sur 2024, voir comment on se mettait en ordre de bataille sur le sujet, définir le périmètre sur lequel on allait agir, quels acteurs et quelles allaient être les modalités de financement. Donc s'ouvre aujourd'hui la phase d'étude à proprement parler, externalisée sur tout le périmètre départemental. Donc, il va consister à délimiter donc, les aires d'alimentation de captage des 20 captages dits pérennes du département du Gers, cartographier au sein de ces aires d'alimentation de captage dites la vulnérabilité intrinsèque par rapport aux pollutions diffuses, encore une fois d'ordre agricole, pas que, sont regardés aussi les rejets des steppes, les éventuels impacts industriels, etc. On va s'appuyer pour réaliser un diagnostic des pressions au sein de ces aires d'alimentation de captage sur tous les travaux qui ont pu être réalisés sur divers territoires, mais entre autres le travaux macro réalisés à l'échelle départementale par le GIP et l'IA. L'idée, c'est de définir avec ça les zones prioritaires, entre guillemets, donc les futures zones de protection des aires d'alimentation de captage. L'idée étant d'arriver à la finalité, à savoir élaborer de manière co-construite, et on va discuter des acteurs dans le slide après, des stratégies d'action globales à l'échelle des aires d'alimentation de captage et avec des plans d'action plus précis sur les zones priorisées, donc les zones de protection des aires d'alimentation. Une fois que les plans d'action sont construits, la finalité est de mettre en place, d'ouvrir à une nouvelle phase qui devrait démarrer en 2028, qui est l'animation captage à proprement parler, chose déjà en place sur les captages
associées à des aires d'alimentation. Voilà, où l'idée est de structurer là une bonne équipe à la bonne dimension au niveau départemental pour vraiment mettre en œuvre ensuite les plans d'action sur le périmètre. Donc, pour vous illustrer un peu le découpage qui a été déterminé au niveau du département, on est parti d'une logique hydrologique ou hydrogéologique en découpant pour ne pas devoir œuvrer à une échelle qui serait un peu trop conséquente à gérer en termes de gouvernance. On a découpé le département en 5. Donc, on a une logique hydrologique avec les bassins versants ici que vous voyez, donc les 3 les plus à droite et celui qui fait le bloc Adour-Arros qui est en partie basse ici. Donc là, on est sur l'utilisation de captages que vous voyez matérialisés par les petits triangles qui sont associés à des eaux de surface. Donc là, on a fonctionné par groupement, par bassin versant. Et une spécificité pour la partie nord-ouest du département avec là donc des forages, donc des captages peu profonds qui sont associés aux nappes d'accompagnement et sur lequel un groupement a été mis en place. Et la traduction administrative, entre guillemets, est indiquée là. Donc, c'est les périmètres des PRPDE associés. On a tenu compte, bien évidemment, et intégré au sein de la gouvernance les zones amont, donc le bloc Haute-Pyrénées, et les zones aval avec le bloc Lot-et-Garonnais sur la gouvernance. Et pour finir, puisque je vois une image qui apparaît à l'écran, donc il faut que j'accélère le processus, pour illustrer quels sont les acteurs de cette gouvernance. Donc, le comité de pilotage est structuré avec donc, les 17 PRPDE qui ont adhéré à cette convention d'entente coordonnée par Trigone, les différents services d'État départementaux et régionaux, les financeurs, les structures de conseil que sont la Fredon Occitanie et le GIPLIA, et bien évidemment, puisque tout ça ne pourra se mettre en œuvre qu'avec un vrai lien agricole, la Chambre d'agriculture du Gers. Et quand on ouvre le sujet au niveau des comités techniques qui nous suivent de manière plus globale pour être structuré à une échelle cohérente au niveau du département. On y rajoute d'autres PRPDE, donc qui sont les PRPDE exclusivement distributeurs, voire ceux en lien d'autres départements. Pour avoir la logique hydrologique, pour le coup, les 7 structures GEMAPI, donc les syndicats de rivière du Gers, toutes les structures de conseil et de suivi foncier associées au monde agricole, et généraliser le sujet avec les sages. On est sur 3 sages au niveau du département, portés par le conseil départemental et l'institution Adour, qui font partie du comité technique, plus des initiatives plus territoriales, comme le projet de PNR à Starac. Voilà. Au pas de course, la présentation du périmètre gersois. Je laisse prendre la main pour la suite des présentations. Merci beaucoup pour la présentation, la synthèse, la concision. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, sur un sujet qui pourrait paraître assez simple, la qualité de l'eau potable, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a de multiples enjeux qui sont complètement en lien avec l'aménagement et du coup des situations qui sont là, pour le coup, qui nécessitent vraiment la mobilisation des uns et des autres. Merci beaucoup pour cette présentation. Je passe la parole du coup à Sylvain Massé, qui est chargé de mission SAGE au syndicat Ers-Mort-Giroux et qui donc va nous présenter un retour d'expérience sur une action qui a été conduite pour restaurer la qualité de l'eau avec une approche très globale. Bien, bonjour à tous. J'ai pris la main sur le diaporama. J'espère que vous le voyez tous correctement. Très bien. Donc, je me présente très vite. Donc, Sylvain Massé, je suis l'animateur du SAGE Ers-Mort-Giroux au syndicat du bassin Ers-Giroux, donc basé à Toulouse, syndicat de rivière, donc qui intervient sur ce bassin versant Ers-Mort et son principal affluent, le Giroux, qui fait 1550 km². Donc avec un syndicat de rivière avec des missions classiques sur l'intervention sur les cours d'eau, l'entretien, la restauration du lit et des berges des cours d'eau, donc compétence GEMAPI en fait, avec d'autres acteurs sur le territoire. On n'a pas la GEMAPI sur l'ensemble du territoire, et une compétence donc animation autour du SAGE. Et donc c'est dans le cadre de ce SAGE, de ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux Ers-Mort-Giroux, que nous avons engagé une étude sur la qualité des eaux de ce bassin dans un but de reconquête de cette qualité et de l'atteinte du bon état des eaux. Alors, ce bassin du Giroux, on le voit ici, il fait, donc il est, on le voit au niveau des masses d'eau, en
en une posture difficile, on va dire, hein, c'est-à-dire on a une qualité, un état dégradé et mauvais, hein, sur la plupart des sous-bassins, pour des raisons multiples qu'on va voir ensuite. Et c'est cette raison qui a poussé l'Agence de l'eau, dans le cadre du groupe de travail de la clé sur la qualité de l'eau, à nous encourager, hein, à travailler sur ce bassin spécifiquement, pour en faire un peu un bassin de test pour la reconquête du bon état, puisque en fait ce bassin du Giroux cumule un petit peu toutes les difficultés, hein, qu'on peut rencontrer sur le district Adour-Garonne pour la reconquête du bon état, c'est-à-dire une pression des pollutions domestiques, qu'elles soient collectives, enfin de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif. Pollution industrielle aussi, avec un cas spécifique sur la source du Giroux avec un abattoir. Et puis des pressions diffuses, hein, liées à une agriculture de grande culture, avec pas mal d'intrants, et également aussi des cours d'eau qui ont été au niveau de la qualité physique, qui ont été beaucoup dégradés par les aménagements on va dire au cours des 50 dernières années. Donc des lits qui ont été recalibrés, rectifiés, etc. Donc des milieux aquatiques appauvris, un pouvoir d'auto-épuration amoindri. Voilà, donc un terrain, on va dire, idéal pour essayer de mener une action un peu coup de poing pour la reconquête du bon état. Donc on s'est lancé en 2021 sur cette opération avec une étude confiée à deux bureaux d'études de Montpellier, OTIS, plutôt spécialisé sur les pollutions domestiques et industrielles, et Envilis, plutôt spécialisé sur les problématiques agricoles. L'une des caractéristiques, hein, de cette étude, c'est qu'elle se fait dans le cadre d'un SAGE, et donc avec un contexte d'animation, on va dire, un peu facilité, puisque au sein de la clé, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place sur les problématiques d'érosion des sols, sur les problématiques de qualité des eaux, de gestion quantitative. Et donc, c'est en lien avec ces groupes de travail qu'on a pu mobiliser les acteurs, en associant bien sûr aussi les acteurs spécifiques du bassin du Giroux, pour mettre en place des ateliers et pour faire que le travail technique, hein, produit par le bureau d'études, eh bien, soit examiné à chaque étape par un panel d'acteurs important. L'autre caractéristique de cette étude qu'il faut mentionner, c'est qu'elle a bénéficié d'un soutien technique particulier de l'Agence de l'eau, puisque l'agence a mobilisé son outil de modélisation Pégase, qui est un outil de modélisation de la qualité de l'eau, et qui permet de faire des simulations de pression, hein, sur la ressource, et également de faire des simulations et d'identifier les différents leviers d'amélioration, et de faire des tests comme ça de reconquête et de dépollution. Je passe à la diapo suivante pour vous présenter très rapidement donc le contexte de ce bassin versant. C'est 14 masses d'eau, hein, donc la superficie du bassin, c'est 557 km². Le Giroux mesure 65 km de long. Il prend sa source au sud de Castres. On le voit ici avec, je sais pas, j'espère que vous voyez la petite flèche. Donc à Puylaurens, et il s'écoule donc vers le nord-ouest pour confluer avec l'Hers du côté de Saint-Sauveur, juste avant la confluence avec la Garonne, à la hauteur de Grenade et Castelnau d'Estréttefond. Voilà, donc c'est un bassin, donc voilà, de taille moyenne, classé en zone sensible à l'eutrophisation et en zone vulnérable au nitrate, et qui est soumis à l'influence on va dire, de la présence de l'agglomération toulousaine, puisqu'on le voit ici sur la partie nord du bassin versant. On a des communes où il y a une croissance démographique importante et une densité de population assez importante. C'est tout simplement parce qu'on est, on va dire, un petit peu dans la deuxième couronne, hein, de l'agglomération toulousaine. Donc avec toujours une croissance démographique assez importante, et donc des pressions des pressions de rejet assez fortes. Et également une augmentation des surfaces imperméabilisées, hein, puisque ça construit.
Donc ça imperméabilise et on a des problématiques aussi d'eau pluviale urbaine qui sont croissantes sur cette partie aval du bassin versant. La partie plus en amont, on va dire, est beaucoup plus voilà, rurale, faible densité de population, peu de rejets et des pressions principalement agricoles. Alors justement, en matière d'agriculture, on est sur une région de grande culture, de collines. Les altitudes, ça varie entre 400 mètres et 200 mètres d'altitude. C'est très vallonné. Donc des terrains argilo-calcaires assez imperméables, des pentes fortes, et donc de fait, des phénomènes de ruissellement assez fréquents, liés entre autres au fait que, eh bien, on a des grandes parcelles. On est dans une région de grande culture des grandes parcelles sur lesquelles le ruissellement, lorsqu'il y a des orages, a le temps de se former et de former des rigoles qui ensuite ravinent les sols et apportent beaucoup de matière en suspension au cours d'eau. Et ces phénomènes de colmatage, d'apport de fines dans les cours d'eau est un des paramètres importants de la dégradation de la qualité et des mauvaises notes de ces cours d'eau du point de vue des indicateurs biologiques, notamment l'indicateur I2M2, qui remplace l'indicateur IBGN, les indices biologiques qu'on utilisait autrefois. Donc maintenant, cet indice I2M2, c'est toujours la même chose, mais c'est une nouvelle modalité de calcul. Et c'est cet indice qui dégrade le plus la qualité, la note de l'état des cours d'eau. Et donc, on sait qu'on a des problématiques donc, hydromorphologiques importantes à résoudre, en plus des problématiques de pollution. Alors, c'est donc une région de grande culture dynamique, c'est-à-dire que production de blé, tournesol dominante, et l'enjeu, c'est par rapport à la qualité, c'est la diversification des cultures et l'évolution des systèmes. On va en reparler. Autre problématique, la quantité d'eau. Alors, on est sur un bassin qui n'est pas connecté avec une montagne. Contrairement à tous les cours d'eau qu'il peut y avoir autour, je ne sais pas si vous voyez la flèche là sur la diapo, mais lorsqu'on se situe à l'est des sources du Girou, on est sur le bassin du Sor, qui est un affluent de la Goutte, donc qui est connecté à la Montagne Noire. Un peu plus au sud, on est sur le bassin du Fresquel, qui est un affluent de l'Aude, pareil, avec des sources qui sont dans la Montagne Noire. Et lorsqu'on est beaucoup plus à l'ouest, on a des cours d'eau qui sont connectés aux Petites Pyrénées, je pense à la Lèze par exemple. Et donc de fait, contrairement à ces cours d'eau que je viens de citer, l'Ersemort comme le Girou ont une alimentation en eau donc assez faible, avec une pluviométrie assez faible, c'est entre 650 et 700 mm par an. Et donc avec le fait aussi qu'on a un chevelu très, très dense, très ramifié, puisqu'on a un contexte géologique assez imperméable. Donc on a une multitude de petits cours d'eau avec de fait donc des débits très faibles. Et donc ça, c'est un enjeu lorsqu'on parle de rejet dans le milieu. On a une contrainte d'accueil, enfin de capacité à absorber les pollutions par ces cours d'eau dont le débit est très faible en été, voire même qui est nul. C'est-à-dire que, par exemple, en 2022 et 2023, je ne sais pas si vous voyez toujours la flèche, mais le Girou, là, qu'on voit ici, jusqu'à la moitié de son parcours, était à sec. Il n'y avait plus d'eau dans le Girou, donc il n'y a pas d'eau dans le Girou et dans aucun de ses affluents lorsqu'on est en phase de sécheresse. Voilà. Cette année, les choses s'annoncent un petit peu mieux parce qu'on a eu un hiver, on a un printemps assez pluvieux, les retenues sont pleines et ça devrait mieux se passer. Mais voilà, c'est une contrainte qu'on a. Autre facteur quantitatif qui influence la qualité de l'eau, c'est qu'on a pas mal de grosses retenues agricoles, des retenues donc, destinées à l'irrigation, donc qui captent une partie de la ressource pour être utilisée l'été pour arroser les cultures, et tout ça modifie l'hydrologie du bassin. À noter également qu'on a sur notre bassin 2 retenues qui sont gérées par le département de la Haute-Garonne, Balherbe et Laragou, et qui ont été conçues, alors elles, pour réalimenter le Girou aval, on le voit ici, là, et permettre de l'irrigation à partir de prélèvements qui se font en rivière. Donc on a des agriculteurs qui ont des conventions et qui prélèvent comme ça
dans le cours d'eau. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc les causes de dégradation de la qualité sont multiples. On a d'abord, bien évidemment, donc des rejets importants. Alors on les voit beaucoup en aval, hein. Je vous ai dit que la partie aval du bassin est assez urbanisée, hein, puisqu'encore une fois, on est dans l'influence de l'agglomération toulousaine. Donc il y a beaucoup de rejets, beaucoup de stations d'épuration qui impactent la qualité de l'eau. Sur la partie amont, on a une densité moindre, mais par contre, comme on a un cours d'eau qui est voilà, petit, hein, le Girou amont, c'est 1 litre seconde, hein, de module, hein, c'est vraiment très très faible. Et dès les sources du Girou, sur la commune de Puylaurens, on a un rejet de la communale, hein, qui est important et qui dégrade beaucoup la qualité, plus un abattoir qui lui aussi a des rejets importants. Donc, on a cette pression, voilà, qui s'exerce dès l'amont et qui ensuite se renforce à nouveau en aval, même si là les débits sont un peu plus importants et ont une capacité un peu plus importante d'accueil des rejets. On a également, donc, comme je disais, une forte pression des pollutions diffuses. On voit une carte là ici qui croise un peu les différentes modalités d'assolement et qui, en fonction de ces modalités d'assolement, eh bien, se traduisent par une pression plus ou moins forte, hein, en termes de pollution diffuse. Et on voit que le rouge, hein, domine, hein, sur ce bassin du Girou parce que, eh bien, encore une fois, les grandes cultures dominent. Alors, on voit ici sur la partie nord, là, on est dans le Tarn, là, un peu plus de vert. Ça montre qu'on a quand même, sur cette partie amont, tarnaise du bassin du Girou, un peu plus d'élevage. Et je vous dis ça parce que je vous ai dit qu'il y a un abattoir sur Puylaurens, et il y a un enjeu autour du maintien de cet abattoir pour l'agriculture locale, c'est-à-dire que les éleveurs qui sont ici, si demain l'abattoir ferme, eh bien, il y a toutes les chances qu'ils arrêtent l'élevage. Et on aurait certainement une déprise agricole importante parce qu'il y a beaucoup de parcelles de secteurs du bassin qui sont difficiles à exploiter et qui sont valorisées par l'élevage. Et si demain il n'y a plus d'élevage, eh bien on aura une déprise agricole. Donc il y a un enjeu là pour le coup d'aménagement du territoire et d'économie agricole autour du maintien de cet abattoir. Or, cet abattoir est en train d'instruire le renouvellement de son dossier ICPE, parce que c'est un établissement classé ICPE, et les services vétérinaires imposent une amélioration, un renforcement des traitements, et si on ne réussit pas à résoudre ce problème, bien l'abattoir risque de se voir refuser son autorisation. Donc on a un enjeu là très concret, hein, de lien entre la qualité de l'eau, l'assainissement et une problématique économique autour de l'agriculture. Et donc, pour le coup, dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de l'étude, et j'y reviendrai après, on a un travail spécifique à mener là-dessus. Donc, l'érosion des sols, j'en ai parlé, je ne reviens pas plus que ça là-dessus. On voit ici sur la partie amont, là où l'érosion domine, hein, les secteurs les plus sensibles à l'érosion. Et on voit là une synthèse réalisée par sous-bassin. On voit que c'est vraiment la partie amont qui cumule ces phénomènes. Et on voit un petit peu, lorsqu'on mesure les flux de MES, on voit qu'il y a deux périodes, hein, les orages printaniers, quand les parcelles, notamment en tournesol, sont peu couvertes, hein, et que la moindre pluie provoque des ruissellements. Et les pluies automnales, qui elles aussi sont importantes et qui peuvent intervenir sur des parcelles qui ont été fraîchement retournées après les récoltes. Alors l'étude a permis justement, au travers de ce diagnostic, d'identifier les sous-bassins où se cumulent les pressions les plus importantes. Donc ça nous aide, hein, à cibler les actions, que ce soit autour des pollutions diffuses ou autour des pollutions domestiques. Et donc, le projet de restauration croise tous les leviers qu'on peut avoir pour restaurer la qualité des milieux. Ce qu'on ressort de cette étude, c'est que il faut agir sur tous les paramètres, hein, du système, autant les rejets ponctuels
que les pollutions diffuses, ainsi que la qualité physique des milieux. Donc, il y a un volet renaturation important qui sera traité hein, dans la mise en œuvre des orientations de l'étude. Et puis aussi, bien évidemment, un volet agricole. Alors, on voit ici, je continue sur ces leviers, donc on a un graphique. Alors ça, c'est Pégase. Hein. Vous voyez ce graphique-là, c'est Pégase qui permet de faire ces simulations. On voit des pointillés, c'est la pollution actuelle, et on voit les simulations que permet de faire Pégase. Et on voit qu'à Puylaurens, on a des pics de pollution entre la station d'épuration communale et l'abattoir qui sont de toute façon beaucoup trop importants hein, pour les capacités d'absorption du Giroux. Donc on sait que on sera toujours en dehors des clous sur les sources du Giroux, ça on n'y peut rien. Ensuite, le Giroux reprend un coup avec la station d'épuration de Cuctulza, mais on sait qu'on peut quand même améliorer les choses et on observe que le Giroux a quand même des capacités d'auto-épuration réelles. Et on voit que si on fait l'effort sur ces différents points de pollution, on arrive à se maintenir dans le vert, c'est-à-dire dans la zone du bon état à l'horizon 2035-2040. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est possible si on fait les investissements nécessaires et si on agit aux bons endroits, et ces bons endroits, ils ont été identifiés par l'étude, hein, ou sur les différents systèmes d'assainissement à améliorer, que ce soit les stations d'épuration ou les réseaux, hein, on peut vraiment réduire les flux de manière significative. Et on sait aussi qu'il faudra agir donc sur le territoire, sur les pollutions diffuses. Donc ça implique de travailler avec les exploitants agricoles pour des changements de pratiques. Et toujours pareil, l'hydromorphologie, on a aussi un chantier qui nous attend pour améliorer la qualité physique et pour augmenter le pouvoir auto-épurateur des cours d'eau. Voilà. Donc, on a identifié voilà, des tronçons prioritaires hein, pour la renaturation et pour accompagner les actions de dépollution. Donc, cette étude, elle s'est terminée en avril 2023. Il y a eu toute une phase, on va dire, de digestion technique. On a demandé au bureau d'études d'affiner un certain nombre de choses. Et en 2024, on a pu présenter ces résultats aux EPCI pour les sensibiliser sur les liens entre qualité de l'eau et développement des territoires, notamment les révisions des SCOT, etc. Moi, j'ai travaillé avec les acteurs de Haute-Garonne et du Tarn, les SATES, les services, les DDT, etc., pour analyser les conclusions de l'étude à nouveau, hein, pour les confronter à l'expérience des techniciens. Et on est en train de travailler justement avec les services des DDT, services vétérinaires, services des départements, agences de l'eau, etc., pour aller au bout, j'allais dire, des préconisations de l'étude. Parce que l'étude, elle n'a pas pu aller, j'allais dire, aussi loin qu'on l'aurait souhaité dans le détail des propositions. Et sur certaines communes, par exemple, l'étude préconise de mettre en place un système de traitement de déphosphatation ou de dénitrification. Et en analysant plus en détail le fonctionnement du système d'assainissement, on se rend compte que cette proposition n'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce qu'on peut avoir, par exemple, affaire à une station d'épuration qui est un lit planté de roseaux et ça, c'est les liens macrophytes, c'est difficile de mettre en place des systèmes de traitement d'azote et phosphore. Mais par contre, avec les SATES, on identifie des pistes d'amélioration des systèmes qui peuvent répondre en partie aux préconisations de l'étude. Donc c'est tout ce travail de relecture hein, de l'étude qu'on est en train de faire et qu'on va alimenter donc avec les travaux spécifiques de l'Agence de l'eau, avec sa démarche PEDOM hein, sur les pollutions domestiques, où l'Agence de l'eau fait ce travail hein, de priorisation des investissements. Et aussi avec, alors pour la partie Haute-Garonne, un schéma directeur d'assainissement qui est en cours de réalisation et qui apporte aussi des éléments nouveaux. Donc on croise tous ces éléments et on les confronte, on interroge les maîtres d'ouvrage sur ces propositions et on essaye comme ça d'avancer sur voilà, savoir
et on demande au maître d'ouvrage, est-ce que vous êtes prêt à y aller, j'allais dire, hein, sur des travaux, sur des évolutions, voilà. Et là, eh bien, les premières réactions, bien évidemment, ce sont les moyens, hein, c'est-à-dire que il y a des communes qui nous disent, bah oui, mais c'est bien gentil ce que vous me dites, mais moi, j'ai déjà investi 300 000 euros il y a 2 ans dans les réseaux, etc. Et là, bah, si vous me demandez de remettre 200 ou 300 000 euros, c'est difficile. Voilà un peu la nature des débats qui nous animent. Sur le volet agricole, on a prolongé l'étude avec une intervention spécifique du GIP et l'IA, donc le groupement d'intérêt public agroécologique d'Oswil de Lausanne, où le GIP a fait une enquête auprès des exploitants, donc une trentaine de rencontres et d'entretiens, qui a permis d'affiner, j'allais dire, les degrés d'adaptation et de motivation, hein, des exploitants sur des changements de pratiques. On sait que pour améliorer, réduire les pollutions diffuses, il faut changer les pratiques et notamment couvrir le sol. Donc la gestion des couverts, l'allongement des rotations, donc la diversification des cultures, et puis une réduction des intrants, c'est-à-dire une gestion plus fine des traitements et de la fertilisation. Tout ça, ça demande un accompagnement technique et financier des exploitants, et c'est ce dispositif qu'on prévoit de mettre en place pour accompagner les exploitants, ceux qui seront volontaires, hein, bien sûr, pour le faire, pour réduire ces pressions. Donc là où nous en sommes, on en est à établir la liste des opérations à engager. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un travail assez complexe, notamment au niveau de l'assainissement. Il se trouve qu'on est en train, sur le bassin Semort-Giroux, de refaire notre PPG, le plan pluriannuel de gestion. Donc ça, c'est une bonne opportunité puisqu'on croise les problématiques milieu avec ces problématiques de qualité d'eau. Et les priorités qu'on est en train de définir dans le cadre du PPG, donc le PPG, c'est encore une fois le cadre technique, hein, qui va cadrer l'action du syndicat de l'ERS en matière de GEMAPI pour les 6 prochaines années. On fait donc le lien entre ce PPG et les préconisations de l'étude pour définir les priorités d'intervention en termes de renaturation. On sait qu'on peut beaucoup gagner, hein, de qualité d'eau en restaurant la qualité physique des cours d'eau. Donc, je vous ai montré la carte là tout à l'heure. On a des tronçons identifiés. Voilà. Donc, ensuite, il y a ce travail de mise au point d'un dispositif d'accompagnement aux agriculteurs. C'est long, c'est complexe, hein, et voilà, on espère que tout ça sera en place d'ici 2026 et on se posera à la fin de l'année donc la question d'un contrat territorial ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers un contrat de rivière ou un contrat territorial avec l'agence de l'eau, hein, qui permettrait éventuellement d'ouvrir des bonifications, hein, d'aides. Voilà, tout ça, ça fera l'objet d'une réflexion d'ici la fin de l'année. Voilà. Il y a des questions, je peux y répondre. Je crois avoir vu la question du coût de Oui, merci l'étude. Sylvain. L'étude, c'était 80 000 euros, voilà, hors taxe. Pardon. Voilà, donc 100 000 euros, grosso modo. Merci beaucoup pour cette présentation et de manière générale pour les présentations. C'est toujours, je le sais, un exercice délicat de faire ces présentations dans ce temps réduit. N'hésitez pas, comme d'habitude, donc vous avez les présentations, les réponses aux questions et plus d'informations sur la page internet dédiée à ces webinaires. Si vous souhaitez vous mettre en contact avec un des intervenants, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez obtenir leurs coordonnées. En tout cas, je tiens à vous remercier puisque vous avez été nombreux à nous suivre tout au long de ce cycle des 7 webinaires et on aura l'occasion de revenir vers vous à la rentrée de septembre pour avoir des temps d'échange. D'ici là, n'hésitez pas, je l'ai dit, à nous solliciter, à solliciter Benjamin de notre côté et à nous faire passer vos questions s'il y en avait. Merci à tous et encore une fois, merci aux intervenants.